moi, c'est ce travail sur la légitimation des produits financiers qui a été fait durant ma thèse de doctorat à l'Université Paris-Dauphine. C'est un peu un parcours, disons, de travail sur la sociologie de la finance qui est en train de se clôturer. Donc j'ai déjà entamé un certain nombre de travaux tout en mobilisant un certain nombre de concepts et de méthodologies pour faire un travail qui a déjà commencé à aboutir avec la publication de certains articles avec mon collègue ici présent, Abdeltaïf, qui porte sur les élites économiques et donc la sociologie de patronat au Maroc, pour parler un peu du terrain marocain. Et en ce moment, je suis, depuis la rentrée, chercheur en sociologie, plutôt axé sur le domaine de sociologie économique à l'Institut royal de la culture à Mazir, à l'IRCAM à Rabat. Et donc, je travaille sur des questions qui portent par exemple, sur les marchés traditionnels, les souks, comment ils ont, donc on est encore dans la sociologie économique, donc comment ils ont évolué depuis la colonisation, l'intervention comment le droit coutumier qui régissait les marchés traditionnels a été évincé, comment il y a eu une forme de, disons, je parle de désencastrement et de dépolitisation de ces institutions qui étaient les marchés traditionnels dans les communautés, notamment de l'anti-Atlas, dans le sud marocain. Donc voilà, juste pour parler un peu de mes travaux actuels. Et donc là, c'est un travail que j'ai effectué qui s'est clôturé par la publication du livre dans les éditions Management et Société, collection Questions de Société. Donc je suis là pour le présenter. Si les ETF n'existent pas encore au Maroc, juste pour, disons, contextualiser par rapport au Maroc, il y a un projet de la Bourse de Casablanca de lancer ses produits dans la bourse de Casablanca. Donc j'essaie de suivre un peu l'évolution du marché financier marocain. Alors, juste par rapport à la citation qui est extraite de l'introduction du livre, elle fait suite à la discussion que j'ai essayé de faire des lectures marxistes de la crise financière, qui expliquent, certaines lectures expliquent, en tout cas essayer de comprendre la crise financière par crise d'extraction de plus-value, le fait que la finance, elle pompe la plus-value. Déjà, il y a une forme d'exploitation qui se fait dans la sphère productive, et encore plus, donc la sphère financière, elle participe aussi à cette forme d'extraction de plus-value. Donc, j'essaie de situer un peu mon travail par rapport à cette approche marxiste en disant que, en partant d'abord des critiques d'Hannah Arendt de l'approche marxiste qui disait que qui distinguait les trois, le travail, activité et vie contemplative, et qui disait, en critiquant l'approche marxiste, qu'il n'y a pas que le travail au sens division travail, il y a aussi l'œuvre. Et les acteurs qui se trouvent dans la sphère financière, c'est les acteurs qui, pour eux-mêmes en tout cas, dans le cadre de ce qu'ils font, ils pensent créer des œuvres. Donc ils ne sont pas dans l'exécution, nécessairement tous dans l'exécution de tâches routinières. Certains le font bien sûr, même au sein de la finance. Il y a des gens qui passent leur temps à appuyer sur des boutons, à rentrer des produits sur des fichiers Excel, des informations sur des fichiers Excel, donc exercer des tâches répétitives. Mais dans cet univers financier, il y a des traders qui pensent qu'ils participent, qui sont à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial. Ils transforment le monde. Donc, pour eux, ils participent à créer des œuvres. Pour eux, il s'agit d'œuvres financières. Créer un produit comme les ETF, c'est une innovation financière. En tout cas, c'est comme ça que les acteurs perçoivent leur action. Après, il y a eu un certain nombre de travaux, notamment une sociologie de la finance aujourd'hui un champ au sein de la sociologie économique qui est spécialisé, qui vient aussi des études sociales, Social Studies of Science, donc les Social Studies of Science qui se sont concentrés sur la vie de laboratoire pour essayer de comprendre comment les ingénieurs construisent leurs produits, et l'apport des aspects matériels aussi dans la production scientifique d'innovation scientifique. Et donc une branche de la sociologie de la finance vient aussi de ces Social Studies of Science. Donc il y a eu le développement des Social Studies of Finance plutôt que Science, et donc qui partent de l'importance des nouveaux dispositifs, des formules mathématiques par exemple qui transforment, qui rendent le calcul de formules
des prix des produits financiers plus rapides, etc. Donc, il y a toute une sociologie de la finance qui essaie de non pas partir de ce que pensent les acteurs, mais de critiquer un peu cette vision de la finance qui crée des produits innovants à partir des social studies of finance. Donc voilà, donc c'est juste pour situer un peu la citation. Il y a aussi un autre courant de recherche qui est plutôt de sociologie plus ou moins culturelle. C'est un peu une approche weberienne qui considère qu'il faut insister plus sur l'éthique, sur les dimensions valeurs, quelles sont les valeurs et les dimensions culturelles qui motivent la production, le fait de produire un nouveau produit financier ou le fait qu'un secteur économique va se développer. Par exemple, c'est le prolongement des études de Weber qui explique l'émergence. C'est pas l'explication, mais le fait qu'il y ait des affinités électives entre les pratiques induites par la croyance protestante et le développement du capitalisme à un moment donné. Donc il y a par exemple, deuxième moitié du XXe siècle, il y a notamment Vivian Zelizer qui représente un peu ce courant-là, qui explique qu'un certain nombre de produits d'assurance vie ont émergé parce que aux États-Unis, il y avait une opposition à ce qu'il y ait des produits pour s'assurer de la mort de quelqu'un, parce que c'était très mal vu dans la société américaine des années 20, début du XXe siècle. Donc c'était très mal vu d'un point de vue moral et religieux, et qu'il y a eu toute une rhétorique pour enlever les blocages moraux liés à l'émergence de ces produits. Donc, pour situer le travail est situé par rapport à cette approche sociologie culturelle. Donc, il ne s'agit pas seulement de prendre en compte la rhétorique, le discours, les valeurs culturelles, mais ce que j'appelle les infrastructures relationnelles. En considérant que dans un milieu donné, donc milieu financier, chacun il tient une position donnée. Donc il peut avoir une position centrale au sein du milieu financier, il peut avoir une position périphérique, il peut construire des alliances, un certain nombre d'alliances peut-être éphémères ou stratégiques, il peut mobiliser des acteurs qui sont dotés d'un statut académique ou d'un autre type de statut pour pouvoir justement argumenter et persuader. Donc il y a aussi la dimension de persuasion, mais elle n'est pas seulement expliquée par des arguments soit religieux ou moraux ou culturels. Il y a la place qu'occupent les acteurs et les différentes stratégies relationnelles qu'ils mobilisent jouent un rôle dans cette stratégie de rhétorique ou de persuasion. Ça, tu vas peut-être nous le développer de façon plus précise plus tard, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur l'exemple que tu as choisi justement pour illustrer cette démarche. Donc les ETF, qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as choisi ce produit-là en particulier? Bon, alors pourquoi j'ai choisi ce produit-là en particulier? Donc déjà, pourquoi je m'intéresse à la sociologie de la finance? Donc moi, j'ai fait une école de commerce avant de faire de la sociologie, et donc j'ai une formation disons, en gestion et en finance, et j'ai fait ensuite un master en sociologie économique, sociologie des organisations. Et j'ai eu l'occasion, il y avait ce produit financier on est en 2008, là, au moment où je me lance dans la thèse, il y a la crise financière qui éclate, il y a ce produit financier qui collecte, c'est-à-dire qu'il collecte de l'argent, il gagne beaucoup de parts de marché au moment où les autres produits financiers se cassent la gueule, entre guillemets. Et donc je porte mon attention sur ce produit. C'est quoi ce produit qui perce au moment où d'autres en parlent de scandales financiers, etc. Et donc, donc voilà, c'est de là où vient mon intérêt pour ces produits financiers. Et donc, en m'intéressant à ces ETF, je découvre des produits qui sont marketés, qui sont promus comme étant des produits simples, transparents, liquides, au moment de la crise financière où on dit que il faut faire attention à la complexité des produits dérivés, etc. Donc voilà, donc ça c'est disons, le pourquoi des ETF en France, parce que je faisais ma thèse en France. Et tu t'es rendu compte très vite que c'était pas si simple, pas si liquide et pas si transparent que ça se voulait. Donc voilà, donc c'était pas vraiment en faisant un travail. Donc là il y avait aussi
Donc là, il faudrait peut-être que je passe à la méthodologie de travail avec l'explicitation. J'aimerais qu'on revienne après sur la D'accord. méthodologie si ça ne t'ennuie pas. Mais que Sur l'explication du produit. Voilà, un peu l'histoire de ces ETF, comment ça a été conçu, comment ça servait à quoi, comment ça se compose et quel est un peu l'historique de ce produit. Puisque tu disais que ça s'est apparu en France dès les années 2000, que ça a été très fortement promu, mais que les risques qui étaient liés à ces produits financiers n'ont pas été évoqués avant la crise de 2007-2008 que tu as évoquée. Et que ça n'est qu'après qu'il y a eu une remise en cause des ETF et même voire une délégitimation à partir de 2011 suite au rapport d'institutions internationales. Donc si tu peux nous faire une petite chronologie de ce que c'est, de ce que sont ces ETF. Alors, donc, avant de parler déjà des ETF, j'essaierai juste d'introduire rapidement une distinction qui a lieu en finance entre ce qu'ils appellent dans le langage, le jargon financier, entre gestion active et gestion passive, qui structure l'univers financier pour les gens qui font des formations en finance de marché. Ils connaissent bien ces termes, ils utilisent beaucoup ces termes. Donc, il y a principalement deux modalités selon les financiers d'investissement. Il y a ceux qui privilégient la gestion active, on sélectionne les titres qui vont nous faire gagner de l'argent, soit on essaie de mettre tout notre investissement dans un panier le plus diversifié possible pour réduire le risque. Et donc, moi, je me concentre, parce que les ETF, ils viennent de cette gestion passive, donc ils viennent de cette idée de diversification du risque. Les théories financières qui sont développées après la Deuxième Guerre mondiale à partir des années 50, donc la théorie financière s'est basée sur le fait que la gestion de portefeuille, les théories de gestion de portefeuille suggèrent qu'il faudrait investir dans tout le marché pour diversifier le risque. Si on investit sous toutes les classes du marché, on suit le marché, donc on est plus ou moins protégé contre les risques de fluctuations rapides. Donc, à partir des années 50, à partir de cette théorie financière, donc cette théorie financière qui est basée sur un certain nombre de travaux, là on n'est pas dans le sujet de la finance, on est vraiment en finance de marché. Il y a eu un certain nombre d'industriels de la finance, donc c'est des professionnels qui ont mobilisé la théorie de gestion de portefeuille pour développer un certain nombre de produits. Donc aux États-Unis, bien avant les ETF, il y a eu les fonds mutuels. Donc les fonds mutuels, c'est-à-dire on va dire aux travailleurs américains, plutôt que d'investir sur l'action de IBM ou l'action de AT&T, sur l'action, et donc vous risquez de perdre tout votre argent si jamais l'action se casse la gueule, on compose un fonds qui va être composé des 500 principales actions américaines. Donc ils vont représenter tout l'ensemble du marché américain. Et donc on va mettre votre argent dedans. Donc votre argent, il va suivre la fluctuation du marché américain. Donc ça, c'était les fonds mutuels aux États-Unis. Alors, la critique qui a été faite par un certain nombre, par les investisseurs, mais aussi par les observateurs financiers, c'est que le problème, c'est que ces fonds, ils ne sont pas cotés en bourse. Donc si vous voulez sortir si jamais il y a un problème, vous ne pouvez pas prendre votre argent. C'est des fonds qui sont en dehors de la bourse. Donc pour sortir l'argent, il faut envoyer un fax à la société qui gère l'argent, attendre le jour d'ouverture pour qu'ils puissent revendre les actions que vous avez et vous remettre l'argent. Donc il y a eu un développement d'un certain nombre de produits pour que le fonds puisse être coté en bourse et donc pour vendre l'idée de l'instantanéité de sortie et de rentrer sur ce fonds. D'où le développement des ETF à partir des années 90. Donc aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis, dans les années 90, il y a eu la tentative de mettre ce fonds-là qui soit coté en bourse. Donc on a imaginé un mécanisme pour qu'on ait un fonds
puisse exister, mais qui en même temps, il y a un mécanisme de marché, donc avec une offre et une demande sur le mécanisme boursier. Donc ça, on parle encore des États-Unis, on n'est pas encore arrivé en France. Donc là, c'est juste pour vous expliquer un peu le mécanisme de cotation des ETF. Il y a le schéma ici. Donc là, vous avez le fonds ETF à gauche. Donc le fonds, il représente les actifs de l'ETF. Et là, vous avez le marché boursier. Donc là, j'ai imaginé un ETF qui est indexé sur le CAC 40. Donc l'ETF sur le CAC 40, l'indice CAC 40, il est composé des 40 actions du CAC 40. Donc vous avez ici le marché actions, vous avez les 40 actions du CAC 40 qui composent le CAC 40, et là, vous avez d'autres actions. Donc ce qu'il va faire le gérant, il va aller, si vous voulez, vous êtes un investisseur et vous voulez acheter des parts sur l'ETF, vous allez demander au gérant de fonds 15 millions d'euros de ETF CAC 40, il va aller chercher la composition de ces 15 millions dans le marché des actions, il va prendre les 40 millions et il va les mettre sur le marché, sur le fonds ETF, et vous aurez vos parts. Donc ça, c'est les nouveaux parts qui ont été rajoutés au fonds. Et c'est la même chose quand on veut sortir du fonds. Donc lorsqu'on veut sortir du fonds, on va lui demander de récupérer les actions, donc il va aller vendre les actions sur l'équivalent sur le marché des actions, il va vous remettre l'argent. Donc ça, c'est le mécanisme des ETF entre le marché boursier classique et le fonds. Après, vous avez aussi, il y a le marché pour construire le fonds, mais il y a aussi le fait que ces ETF, quand vous créez un fonds, vous pouvez aussi le vendre et l'acheter. Vous avez un fonds, disons, qui est une écriture comme quoi vous avez un fonds ETF sur CAC 40, vous pouvez aussi le vendre et l'acheter sur le marché boursier. Donc là, c'est marché, on n'est plus sur le marché ETF action, on est sur le marché ETF. Pardon, on n'est plus sur le marché action des actions du CAC 40. Là, on est sur un marché ETF. Lorsque vous avez acheté les 15 millions d'ETF CAC 40, vous pouvez aussi les céder à quelqu'un d'autre qui en a besoin sur le marché des ETF, ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc là, on a un marché où il y a une rencontre d'offres et de demandes. Donc le fait qu'il y ait une certaine demande et une certaine offre sur le marché des ETF fait que ça nous donne un cours de l'ETF CAC 40. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le marché, c'est les actions du CAC 40. Là, c'est un autre compartiment sur la bourse, c'est le compartiment des ETF. Si par exemple, vous avez beaucoup de gens une demande énorme sur les ETF CAC 40 et vous avez peu d'offres, le cours boursier va fluctuer, il va augmenter, parce qu'il y a une demande importante. La question auquel les ingénieurs financiers devaient répondre, c'est le cours boursier de l'ETF ne doit pas énormément diverger de la valeur comptable du fonds ETF en question. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que sur le marché d'ETF, il y a une offre et une demande qui jouent sur le cours de l'ETF, mais en même temps, l'ETF CAC 40 qui est composé des actions, vu que les actions ils sont cotées sur un autre compartiment, l'offre et la demande sur le marché des CAC 40 va influer sur le fonds. Parce qu'il y a une composition comptable. Il y a deux logiques ici qui se rencontrent. Je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer. Il y a deux logiques qui se rencontrent. Il y a une logique comptable ici. Donc là, c'est en fin de journée. C'est des écritures comptables. En fin de journée, le comptable, il va voir les composantes du fonds. Il va voir qu'il y a un certain nombre il y a les 40 actions du CAC 40 fois le 15 millions ou 30 millions. Il va voir sur le marché des actions le cours de chaque action. Et donc, il va essayer d'établir le cours, la mesure du fonds selon les cours sur le marché des actions. Donc là, on est en fin de journée. En fin de journée, le comptable effectue cette opération. Alors qu'ici, on est en instantané. C'est-à-dire que c'est le temps d'ouverture de la bourse. On est entre 9h15 du matin et 17h de l'après-midi. On a des opérations d'achat-vente, donc on oublie la logique comptable, on est plutôt sur la logique de marché. On a des acheteurs et des vendeurs, une offre et une demande, des acheteurs et des vendeurs. Selon le volume des acheteurs et selon le volume des vendeurs, on aura un CAC 40 qui va s'établir à un taux donné. Donc disons qu'on est à 10h du matin, selon l'offre et la demande.
ce cours peut diverger de la valeur comptable du fonds lui-même, parce que le marché des actions, il diverge du marché des ETF. C'est ça, disons, la différence entre les deux. C'est-à-dire que vous avez un fonds qui est composé des actions, mais les actions, ils sont cotées sur un autre marché, et vu l'évolution de l'offre et de la demande sur l'autre marché, donc les deux peuvent diverger. Sauf que les choses sont plus ou moins simples sur le CAC 40. Les choses deviennent plus compliquées lorsqu'on parle d'un ETF sur le Brésil ou d'un ETF sur le Chine. Non seulement vous avez un marché action et un marché ETF, mais vous avez un marché action Brésil qui est fermé lorsque le marché ETF français est ouvert, vu les décalages horaires. La technologie financière ne peut pas supprimer, disons, les distances, même si on utilise aujourd'hui beaucoup de technologies rapides, mais les gens, quand ils dorment. Le marché il est fermé à un moment donné. Donc, on peut avoir un décalage qui est encore plus important lorsqu'on parle d'un ETF, ce qu'ils appellent un ETF sur pays en développement, donc Chine, etc. On a aussi un certain nombre de choses, d'éléments qui rentrent en compte. On a des fiscalités, par exemple, la fiscalité à Londres qui diverge de la fiscalité à Paris. Contrairement à ce qu'on pense, la fiscalité, je pense, sur les fonds, elle est plus importante à Londres qu'à Paris. Donc on a aussi une divergence qui peut aussi provenir de la fiscalité et d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Donc pour revenir quand on commence à creuser un peu plus ce produit qui est vendu, marketé, promu comme étant simple, transparent et liquide, et là je parle avant 2011, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc, en tout cas, pour quelqu'un qui essaie de s'informer sur la composition de produits, on découvre que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Donc, sur la question de l'historique, c'est des produits qui arrivent. C'était des fonds comme ça, c'était des fonds qui achetaient des actions, donc qui les mettaient dans un compartiment pour ETF aux États-Unis. Ils arrivent en Europe, début des années 2000. Et là, il y a une autre technologie, disons, financière qui va être mobilisée. C'est ce qu'on va appeler la réplication synthétique. Alors, l'industrie financière européenne d'avant la crise, elle est réputée pour être une industrie financière où les banques d'investissement sont connues pour être, disons, leaders en matière de produits dérivés. Donc, pour développer des produits ETF plus optimisés, disons, pour utiliser leurs termes, on va utiliser des produits dérivés pour construire les ETF. Donc là, on veut par exemple faire un ETF sur le CAC 40. Au lieu d'acheter les 40 actions du CAC 40, on va acheter n'importe quelle action allemande, japonaise, brésilienne, peut-être aussi sud-africaine. On va les mettre dans un panier. Donc ce panier, il a une performance, c'est la performance des actions qu'il constitue. On va échanger la performance de ce panier avec notre banque d'investissement qui va nous donner la performance de l'ETF, du CAC 40. On va utiliser un produit dérivé. Donc c'est le produit, je ne me rappelle plus du terme Total Return Swap. Donc on va échanger une performance, on va donner la performance du panier contre la performance du CAC 40. Donc, ce qui a posé problème en 2008, c'est lorsque Lehman Brothers a fait faillite, les gens se sont rendus compte qu'il était possible qu'ils se retrouvent à un moment donné avec un panier qui n'est pas ce qu'ils pensaient avoir dans le fond. Si la Société Générale, concrètement, si dans 2008 la Société Générale avait fait faillite, vu le nombre d'investisseurs français qui avaient de l'argent dans les fonds ETF, ils auraient pu se retrouver avec des fonds ETF, dans les fonds ETF, avec des actions qui n'étaient pas les actions du CAC 40, parce qu'il y avait l'utilisation de cette réplication synthétique. Donc voilà une partie de l'histoire des ETF qui arrivent en Europe dans les années 2000. 3 phases dans mon travail de recherche. Mon travail méthodologique, je la divise en 3 phases. Donc il y a la phase exploratoire, donc c'est la phase de découverte du langage que j'utilise aujourd'hui, donc qui est un langage initié. Donc il fallait comprendre ce que disent les acteurs, le jargon qui est utilisé par les acteurs, essayer de bien cerner les choses. Donc là, c'était une première lecture des articles de journaux sur les ETF, il y en avait beaucoup à l'époque. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Lecture des articles académiques en finance qui s'écrivent sur les ETF pour comprendre un peu les enjeux des chercheurs académiciens en finance qui travaillent sur les ETF, sur ces produits en finance.
Il y avait aussi le fait d'assister à des conférences promotionnelles pour rencontrer les premières prises de contact avec les acteurs. Donc ça, c'était la phase exploratoire. Ensuite, il y a la phase à proprement parler d'ethnographie, donc la phase où vraiment j'ai essayé d'étudier de manière plus approfondie mon objet d'étude. Et là, c'était par une soixantaine d'entretiens avec différents acteurs, donc qui forment ce que j'appelle ici le milieu financier des ETF. Donc il y avait à la fois des journalistes qui écrivent sur les ETF, donc je reviendrai peut-être sur la modalité de sélection, comment j'ai trouvé les personnes à interroger. Donc il y avait les journalistes, il y avait les les investisseurs, les traders aussi, les brokers, donc les brokers qui sont à l'interface entre traders et investisseurs. Il y avait les économistes de l'EDEC Risk, qui est un centre de recherche qui fait de la recherche sur les ETF, mais qui aussi organise des conférences sur ces produits. Il y avait le régulateur avec qui j'ai eu un entretien assez important. Donc voilà, et il y avait bien sûr l'analyse plus poussée des articles de presse que j'ai effectués. Donc c'est une analyse avec un logiciel d'analyse lexicale sur, je pense, 1200 articles de journaux qui sont parus entre 2001 et 2008 pour voir un peu la tendance générale et les termes qui ont été utilisés. Voilà, donc ça c'est pour avoir une analyse approfondie de mon objet d'étude. Et il y avait aussi l'analyse de réseau que j'ai utilisée. Donc j'utilise l'analyse de réseau depuis mon travail de master pour essayer de comprendre justement Qu'est-ce que c'est justement l'analyse réseau? Comment tu peux expliquer ce que c'est? Alors l'analyse de réseau, en tout cas moi je l'utilise comme une méthodologie. Donc je ne considère pas en tout cas le monde comme, parce qu'il y a aussi des approches qui considèrent le monde comme un réseau, comme le monde est composé de réseaux, de gens qui sont connectés entre eux en réseau. Moi, j'utilise plutôt l'analyse de réseau comme une méthode qui permet de renseigner sur les processus sociaux. C'est plutôt les processus sociaux qui m'intéressent. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de comprendre le processus social, par exemple, qui va permettre l'institutionnalisation d'une norme. Ça aurait pu être ça dans mon terrain. Et donc, la phase exploratoire aussi permet aussi de comprendre, dans un milieu social, qu'est-ce qui motive les acteurs. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une logique de lobbying pour la transformation d'une règle, une logique de mise en place d'une institution ou mise en place d'un marché, etc. Donc, quelle est l'action collective qui a lieu dans un milieu? Donc, qu'est-ce qui motive les acteurs? Donc, c'est ça. Donc, les interactions entre les acteurs, c'est juste l'un des paramètres qui permet de renseigner sur l'action collective qui a lieu dans un milieu. Donc, pour l'analyse réseau à proprement parler, elle fait suite à un travail en amont, comme j'ai dit, d'exploration. Donc, il s'agit au préalable de tester un certain nombre de questions pour comprendre est-ce que les acteurs ont des alliés, des gens avec qui ils sont plutôt en controverse dans le milieu. Est-ce qu'ils demandent des conseils, quel type de conseils ils demandent, quel type d'informations, est-ce qu'ils sont plutôt dans des relations amicales ou d'inimitié est-ce qu'il y a des pôles qu'on voit émerger? Donc ça, c'est juste dans la phase exploratoire. Après, quand on a défini dans les 3-5 premiers, même plus, entretiens, l'enjeu pour les acteurs, il s'ensuit un questionnaire plus détaillé. Donc par exemple, dans le questionnaire que j'avais une question, la question que je posais aux acteurs, c'est à qui vous demandez, vous, des informations sur les ETF lorsque vous voulez, par exemple, produire, par exemple pour les journalistes, produire un article sur les ETF, pour les investisseurs acheter le produit ETF, etc. Donc ce qui m'importe, c'est comment ils se construisent un peu, permettent de décider. Donc cette question, je leur ai posé la question à tous, à 60 acteurs. Bon, 3 ont refusé de répondre. Et j'avais aussi la liste des autres acteurs. Au début, j'avais commencé avec une centaine d'acteurs pour pouvoir délimiter après mon réseau par la suite. Donc, je leur montrais la liste. Parmi la liste suivante, à qui vous demandez des informations. Et l'analyse qui se fait par la suite, c'est de construire une matrice avec les 57 acteurs qui ont bien voulu répondre, qui sont en colonne et horizontalement et verticalement,
Et puis chaque personne, est-ce qu'il demande à telle personne, donc 1, 0, s'il ne demande pas, etc. Et à partir de là, on a une matrice. Et donc la matrice qui demande à qui des informations nous donne un réseau. Et on effectue un certain nombre de calculs sur le réseau pour voir quel est l'acteur central, qui est le plus sollicité. Donc on a une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est aussi en situation où on peut avoir une vision qu'un acteur, par exemple, périphérique ne peut pas avoir. Donc on a une vue d'ensemble de la structure qui est le plus sollicité parmi les autres, qui est le plus actif, qui est le plus là pour les demandes à gauche et à droite. Qui se trouve par exemple à l'intermédiaire, qui est par exemple sollicité par 2 personnes mais qui ne se demandent pas des informations. Donc la personne A sollicite la personne B, la personne C sollicite B, donc ils ont la même source d'informations mais eux entre eux ils ne se connaissent pas. Donc voilà, donc là on peut avoir quelqu'un qui est intermédiaire mais que les 2 acteurs ne voient pas. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un peu la méthodologie que j'ai utilisée. Alors ton préfacier, Emmanuel Lazega, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, écrit ceci: la stabilité et le calme apparent de ce marché financier spécifique sont construits par de très gros efforts de coordination de la part de tous ces professionnels de la finance. Donc c'est pas du tout un monde anonyme, c'est un monde qui a ses règles. Et toi tu précises, je te cite: le processus social de légitimation passe par 3 principales modalités. La création de niches sociales où se déploie la coopération entre entrepreneurs rivaux. 2. Les logiques de contrôle social exercées sur les récalcitrants qui risqueraient de délégitimer certaines formes d'action collective. Et 3. L'apparition d'un ou plusieurs acteurs disposant d'un statut social suffisant, central ou particulier, permettant de valider et d'autoriser certaines formes de légitimité plutôt que d'autres. Donc le premier truc que tu montres, c'est que d'abord c'est une niche avec ces acteurs que tu as cités entre sociétés de bourse, les banques d'investissement, les gérants d'actifs, mais aussi les investisseurs, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels, les autorités de régulation, les acteurs diffuseurs, notamment les organes de presse et les organisateurs de conférences. Donc déjà, il y a un monde avec des fonctions assez définies. Est-ce que ces fonctions sont très claires ou est-ce qu'il y a aussi des brouillages entre les unes et les autres? Parce que tout le monde est en compétition pour la ressource information. C'est ce que tu montres, c'est que finalement, c'est un univers où les relations sociales sont très fortes, mais c'est aussi un univers très concurrentiel parce que la donnée essentielle, c'est d'avoir accès au plus vite à l'information. C'est plutôt un univers où il y a on remarque, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'entre ceux qu'on considère comme étant concurrents sur des marchés, il y a quand même énormément d'échanges d'informations. Donc on est en concurrence, mais plutôt en concurrence, ce que je disais dans le livre, concurrence de statut plutôt qu'en concurrence de prix. D'ailleurs c'est une des principales thèses, disons, si on peut parler comme ça, de la sociologie économique, c'est que si les économistes s'intéressent qu'à la concurrence de prix, ils oublient un certain nombre de dimensions telles que le statut. Donc dans ce marché-là, des concurrents, par exemple des filiales de la Société Générale, des filiales de la BNP et Paribas, donc c'est plutôt des acteurs qui sont perçus comme étant en concurrence. Sur le marché des ETF, mais on le voit aussi sur d'autres marchés, ils peuvent être en situation, peuvent coopérer entre eux. Là, la modalité que je mets en évidence dans mon cas, c'est l'échange d'informations, mais il y a d'autres travaux qui montrent qu'il y a une forme de coopération à d'autres niveaux. Alors, le calme apparent dont a parlé Emmanuel, c'est la préface qu'il a rédigée après lecture de la thèse et du livre, c'est que, pourquoi je parle de la légitimation et pas de légitimité? La légitimation, c'est qu'il y a un travail de légitimation. Donc, il y a un travail pour légitimer les produits, d'où le terme légitimation. Donc, c'est pas quelque chose... c'est un univers qui peut éclater à n'importe quel moment, donc les acteurs sont là, ils sont dans une action collective, c'est un travail de persuasion qui est fondé non seulement sur les aspects rhétoriques, mais c'est aussi sur l'aspect, comme je montrais, sur la position qu'ils ont, les alliances, par exemple, le fait qu'ils mobilisent des acteurs académiques, j'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un travail qui est effectué.
d'ailleurs qui va éclater à un moment donné. Il y aura un clash à un moment donné entre un certain nombre d'acteurs, parce qu'il y a un acteur qui a essayé d'avoir une stratégie de confrontation, donc aller contre. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas que tout le temps les ETF ça se passe bien, que c'est plutôt j'essaie de dégager un processus social, c'est un idéal type au sens weberien du terme. Je dégage un certain nombre de traits, mais c'est pas quelque chose, c'est pas que les produits sont légitimés, ils sont légitimes à n'importe quel moment. Comment j'essaie, donc là on est au niveau conceptuel, donc j'ai essayé de proposer 3 modalités de légitimation. Donc parler d'un processus social de légitimation qui est construit à partir de 3 modalités. Ces 3 modalités, je les ai construites à partir de mon terrain, du terrain des ETF, et aussi à partir d'un élément qui me semble important, parce qu'on ne peut pas proposer un cadre conceptuel uniquement à partir d'un cas. Parce que là, on a un cas qui est celui des ETF. Il s'agit, un doctorant, il ne peut pas non plus faire tous les produits financiers du monde, il ne peut pas faire les crédits dérivés, un certain nombre de recherches. Par contre, je me suis appuyé sur d'autres travaux qui ont étudié ces marchés financiers. Il y a une sociologie de la finance qui est assez développée aux États-Unis et en Europe. Il y a des journalistes d'investigation, surtout aux États-Unis, qui font un excellent travail d'investigation, parfois même mieux que, je dirais, que certains sociologues, qui sont sur des produits financiers, sur certains marchés financiers assez importants. Et donc, comme a dit Kenza, je développe 3 modalités. La première modalité dont elle a parlé, de la création de niches où les acteurs coopèrent. McKinsey et Milo, qui ont travaillé sur le marché des options, comment il est apparu aux États-Unis dans les années 70, ils ont montré qu'aussi qu'il y avait une action collective d'un certain nombre d'acteurs qui se sont mis ensemble pour faire concrètement du lobbying sur le régulateur américain, sur la classe politique américaine, parce que c'était inenvisageable dans les années 60 qu'on puisse autoriser les options, parce qu'il y avait encore c'était une génération qui avait vécu ou entendu fortement imprégnée par la crise de 29, qui était associée aux produits dérivés, aux produits futurs et à l'ensemble des produits dérivés. Donc il y avait un travail de lobbying avec à la fois des acteurs institutionnels du marché, de l'industrie financière, mais aussi avec des acteurs académiques. Donc tous ceux qui ont participé à l'élaboration de formules mathématiques pour le calcul des prix des options, ils ont joué un rôle de ce point de vue-là. Il y a eu l'étude de Penalva-Ischer sur le marché de l'investissement socialement responsable en France, qui montre que un certain nombre d'associations, de syndicalistes, de gens de la finance se sont mis ensemble pour donner de la légitimité, promouvoir ce marché en France. Récemment, là c'est vraiment un cas de fraude en Europe, c'est le cas du Libor. Le Libor en Europe, le régulateur européen est carrément intervenu pour sanctionner les acteurs financiers qui sont mis en situation là c'était vraiment ils sont mis d'accord pour fixer le prix du Libor. Le prix du Libor, c'est le taux d'intérêt qui permet, il me semble, de coter les devises qui se trouve à Londres. Donc là, le régulateur européen a carrément sanctionné cette entente entre acteurs financiers. La deuxième logique, c'est ce que j'ai appelé le contrôle social des récalcitrants. Là, c'est plus... donc c'est aussi le travail de McKinsey et Milo. Il montre qu'un certain nombre de comportements, pour que le marché des options puisse avoir de la légitimité vis-à-vis d'autres produits, il fallait sanctionner tout comportement opportuniste. Donc ils ont mis en place un certain nombre de sanctions informelles souvent, surtout au moment où il y a eu la crise de 87 qui a touché le marché des options. Ils ont travaillé pour remettre les choses, remettre les règles sur le marché des options. Et il y a l'essai de Stewart sur la quasi-faillite de la banque Drexel Lambert dans les années 80. Et il montre que lorsque le Bureau fédéral effectuait les investigations, il se trouvait face à la mise à l'écart et la sanction de tous ceux qui, parmi les personnes de la banque ou les contacts des personnes, les autres brokers sur le marché, ils étaient tout de suite mis à l'écart, mis à l'index par les acteurs du marché. Donc il y avait une forme de sanction pour se protéger à l'égard de l'extérieur, à l'égard de l'autorité de régulation ou autre.
toujours dans ce domaine, tu as parlé aussi beaucoup du contrôle qui s'exerce sur la presse spécialisée, en soulignant plusieurs faits. D'abord, la hiérarchisation qui n'est pas anodine des connaissances sur les produits financiers, c'est-à-dire qu'on va passer sous silence des éléments complexes, sauf quand évidemment quand il y a des crises majeures et qu'on est obligé d'aborder ces questions. Donc du coup, la presse spécialisée ne fait plus son rôle de transmission d'informations des lecteurs. Tu as souligné également la connivence entre des journalistes, le fait que beaucoup de journalistes spécialisés en économie sortent d'écoles de commerce ou d'instituts d'études politiques. Ils ont côtoyé d'autres gens qui se sont ensuite orientés vers les milieux de la finance. Et donc, du coup, cette proximité crée des liens de connivence. Le fait que le métier d'attaché de presse se développe dans les entreprises, donc il y a des professionnels qui sont formés pour communiquer avec la presse, donc pour fluidifier les courants d'information et qui ne facilitent pas forcément la prise de distance des journalistes. Et puis deux autres éléments absolument essentiels, le poids des budgets publicitaires, donc voilà la pression qui s'exerce sur les médias par ce biais-là, mais aussi, je te cite, l'attribution aux journalistes de tâches commerciales a eu un impact sur leur métier puisqu'ils intègrent facilement une logique de profit et leur direction évalue à présent non seulement la qualité de leurs articles, mais également l'importance des annonceurs qu'ils ramènent. Donc ça, c'est quand même très très grave parce que du coup, c'est l'indépendance de la presse qui est absolument en cause et qui contribue à ne pas informer justement les lecteurs quand il y a danger. Et puis, c'est aussi une pression sur la façon de travailler sur les journalistes. Mais je te laisse peut-être terminer sur le troisième. Si tu voulais ajouter quelque chose. Non, sur le contrôle social qui est exact. Alors, dans le cas que j'ai étudié, c'est celui de la presse. Donc, je suis parti déjà de ce qui était relevé dans la presse pour essayer de comprendre pourquoi on retrouve avant 2008, avant 2007, que des éléments positifs, entre guillemets, liés aux ETF. Donc, c'est à travers des entretiens que j'ai eus et aussi à travers l'analyse réseau, montrer la place des journalistes dans le réseau. Bon, j'ai montré qu'il y avait un. Là aussi, c'est pas. Je dirais pas qu'il y ait. Je ne sais pas si j'ai utilisé le terme. Je sais pas, connivence. Il n'y a pas un désir de connivence de la part des journalistes vis-à-vis du monde de la finance. C'est plutôt là aussi, il y a une tension. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu en 2011 des rapports critiques des instances internationales à l'égard des ETF, tout de suite les journalistes se sont saisis pour donner un autre point de vue sur ces produits-là. Ce qu'il y a, c'est que justement, il y a un travail qui est fait à l'égard, qui est entrepris par les responsables marketing et les responsables communication chez les émetteurs, qui est destiné aux journalistes. Et donc là, on a plutôt, je détaillerai peut-être tout à l'heure les mécanismes qui sont mobilisés pour contrôler tous ceux qui risquent de produire un discours critique à l'égard de ces produits financiers. Donc il y a un certain nombre de modalités. Et alors, troisième modalité troisième modalité, c'est ce que j'ai appelé l'apparition d'un ou plusieurs acteurs qui disposent d'un statut social. Et là, c'est la concurrence de statut. Là, on retrouve un peu la concurrence de statut. C'est plutôt ces acteurs-là qui vont être leaders pour légitimer les produits. Là, par exemple, dans le travail, ça c'est un travail académique et pas un essai de journaliste d'investigation, ce travail de Isabelle Huot et Richard, le livre en 2012, mais aussi des articles de Huot et Rainelli, ils montrent qu'on a fait appel à des experts économistes pour produire un certain nombre de rapports auprès du régulateur ou auprès du public pour appuyer soit le lancement des activités, soit aussi des produits qui peuvent être remis en cause donc pour redorer du blason, pour redonner de la légitimité, on s'appuie sur un certain nombre de travaux académiques. Et là, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc voilà, ça c'est les trois principales. Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, l'institution EDEC-Risque que tu as cité dans ton travail, qu'est-ce qu'elle fait et par exemple en quoi elle constitue le graal de la légitimité? Comment elle fonctionne? D'accord. Alors juste parce que là on commence à parler vraiment pas seulement du processus social de légitimation, mais aussi des ETF, de processus dans le cadre du marché des ETF en France. Donc juste pour illustrer le cas du contrôle social des journalistes,
J'avais travaillé sur les 1200, il me semble que c'était 1200 articles de presse qui sont parus entre 2000 et 2008 qui portent sur les ETF, dans la presse francophone française. Et ce qui ressort, c'est que avant 2007, il n'y a presque aucune mention des risques. Alors les risques, c'est en haut. Vous avez les avantages, c'est en haut. Les risques, c'est en rouge, le trait en bas. Donc il n'y avait presque aucune mention avant 2007. Et plutôt les termes qu'on retrouve, c'était pas cher, donc très frais réduits, peu coûteux, cheap, liquide, simple, comme pratique facile. Ça, c'est les synonymes que j'ai utilisés aussi dans l'analyse lexicale. Transparent. Les termes qui ont commencé à émerger à partir de 2007, c'est plutôt dangereux, complexe, synthétique, physique, collatéral, pré-emprunt, à partir de 2007. Donc, ça, c'est une analyse qui a été effectuée avec un logiciel. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi on a une quasi-absence avant 2007, je me suis appuyé sur le réseau, comment les journalistes s'informent, comment les journalistes se situent dans ce milieu social en interaction avec les autres acteurs. Donc là, on a un certain nombre d'acteurs, on a les brokers, on a les traders, on a les journalistes, on a la société de bourse, les fournisseurs d'indices qui produisent comme les indices du CAC 40, on a le régulateur, on a les économistes de l'EDEC et les investisseurs. Alors là, vous voyez très bien que les gens du marketing, donc ils sont déjà au centre du réseau, c'est à eux que tout le monde sollicite pour avoir des informations sur les ETF. Les gens du marketing, ils se sont connectés avec les brokers et les traders. Il faut savoir que les gens qui connaissent mieux le produit, c'est plutôt les traders. Donc l'information sur la complexité du produit, elle s'échange plutôt dans la triade en haut, la triade qui relie trader, broker et marketing. Les journalistes, pour qu'ils puissent accéder à cette information qui peut circuler d'un trader, ils sont obligés de passer par les marketeurs. Et ce qui est intéressant quand on croise à la fois des approches quanti avec des approches quali pour comprendre l'enjeu, parce que là on a un lien, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière le lien. Parce qu'on fait des entretiens et qu'on a une approche plutôt aussi quali qui croise l'analyse quanti, on comprend ce qu'il y a derrière. Là, il y a une personne d'une entreprise auprès d'un émetteur qui joue le rôle de marketing et qui dit clairement, je prends le discours d'experts de mes collègues et j'essaie de le simplifier pour le dire en langage normal. Et donc, et les journalistes qui, de leur côté, ils s'insurgent, je ne sais pas, mais ils disent que les émetteurs, ils viennent nous voir tout le temps ils ont un marketing très actif. Très, très actif. Et bien sûr, le contrôle social, je distingue entre trois modalités. D'abord, il y a le fait qu'il y a des acteurs en contrôle parce qu'il y a des acteurs qui sont autorisés à parler à la presse. Souvent, les gens, si vous êtes journaliste, si vous avez l'expérience de travailler dans le marché sur des produits sensibles, on vous oriente souvent vers l'attaché de presse ou vers le responsable communication. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'ai contacté un trader pour l'interviewer, pour mon terrain. Il m'a tout de suite orienté vers le département communication. Après, je lui ai expliqué que voilà, je fais une thèse, je ne suis pas journaliste, je fais une thèse. Et après, il a bien accepté de me recevoir. Et donc, les journalistes, ils s'insurgent souvent sur le fait qu'ils sont souvent dirigés vers les gens qui s'occupent plus du marketing et du contact presse, alors qu'ils ont envie de parler. Donc, ils ont envie de comprendre ce que le produit. Donc, ils ont envie de parler des gens qui sont plus dans le technique. Après, il y a aussi le fait qu'il y avait un autre problème, c'est que c'est les émetteurs qui contrôlent l'information. C'est eux qui produisent l'information sur le ETF. Il n'y avait pas beaucoup de sources d'information. Donc, ça pose aussi un problème pour les journalistes, qui ne sont pas souvent spécialistes des aspects techniques. Il y a ce que j'appelle le rappel à l'ordre amical. Rappel à l'ordre amical, donc là par exemple, c'est un marketeur qui me disait, si quelqu'un que je connais écrit un article, je l'appelle en disant « Steve, tu pensais quoi en écrivant cela ? Tu sais, ce n'est pas tout à fait vrai. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je l'appelle en disant « Bonjour, je suis X, on n'a jamais discuté auparavant. » C'était juste pour vous faire savoir que dans l'article que vous avez écrit, il y a 3 choses différentes que vous devriez avoir connaissance. Si la prochaine fois vous voulez approfondir cette question, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà mon téléphone. Et donc ça, c'est plutôt un rappel à l'ordre amical. Après, quand les choses peuvent évoluer, s'il y a un problème, on appelle directement le boss. Et eux, ils savent qu'on est dans une relation de partenariat. C'est-à-dire que nous leur payons des bannières publicitaires. C'est une drôle de conception du partenariat.
Ouais. Et ça, c'est un extrait de quelques citations là, dans le livre et dans la thèse. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus j'essaie de croiser beaucoup, à la fois des journalistes, à la fois des gens des deux bords, pour essayer d'être sûr de. Il y a aussi des journalistes qui intériorisent, disons, cette logique. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis pas là pour attaquer les produits, je suis là pour conseiller l'investisseur. Donc essayer de dénicher le meilleur produit pour l'investisseur. Et là aussi, il faut distinguer entre les différents types de presse. Il y a la presse qui est plus, disons, qui essaie d'aller au fond des choses. Un journaliste des Échos ou du Financial Times, c'est pas le journaliste, par exemple, qui aura pour rôle de conseiller les investisseurs particuliers. C'est pas la même logique, c'est pas le même type de travail. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question sur le rôle que joue l'EDEC Risque. Donc, l'EDEC Risque, c'est une institution qui publie des articles académiques en finance, mais elle effectue aussi un travail de vulgarisation assez important. D'ailleurs, c'est une institution qui a un statut particulier au milieu de la finance. Elle recrute ceux qui sont considérés dans le milieu de la finance comme étant des chercheurs réputés, donc elle recrute au niveau international des chercheurs réputés qui publient dans les meilleures revues, qui sont considérés comme les meilleures revues dans les classements, les canons orthodoxes, disons, de la finance. Mais en même temps, elle a un département marketing qui fait le travail de vulgarisation destiné aux professionnels de la finance. Et donc, pour le cas des ETF, elle effectue à partir de 2006 des conférences institutionnelles qu'elle a appelées dans un grand centre commercial à La Défense, dans le quartier d'affaires à Paris, qu'elle appelle les EDEC Institutional Days. Donc, c'est des journées qui ne sont pas seulement destinées aux ETF, mais qui sont destinées aux gros investisseurs institutionnels, type fonds de retraite, les fonds d'assurance qui placent beaucoup d'argent, qui investissent beaucoup d'argent. Et vu qu'il y a beaucoup de marketing, qu'il y a beaucoup d'émetteurs qui investissent dans le budget marketing, elle consacre toute une journée aux ETF. Alors, pourquoi je parle de concurrence de statut? Là aussi, il y a le travail des émetteurs, mais il y a aussi le travail de l'institution de l'EDEC. Alors, ce qu'a fait l'EDEC depuis 2006, c'est qu'elle a effectué un travail de hiérarchisation au sein de ce qu'elle appelle ses sponsors. Au début, si je me rappelle bien, il y avait seulement la distinction entre exhibitor et gold sponsor. Donc il y avait deux catégories. Vous pouvez soit être exhibitor, soit être gold. Je ne me rappelle plus exactement des termes, mais il me semble qu'il y avait deux catégories. Et plus il y avait un engouement et aussi pour susciter l'engouement pour cet événement, elle a introduit une catégorisation, une autre catégorisation avec une hiérarchisation selon 4 types. Elle a distingué entre exhibitor. Pour être exhibitor, il faut payer 15 000 euros. Vous avez 6 mètres carrés de stand, un certain nombre de privilèges lorsque vous êtes exhibitor. Lorsque vous êtes silver sponsor, vous payez 20 000 euros et vous avez d'autres privilèges, etc. Et parmi les privilèges, on peut constater le fait, par exemple, vous participez à la table de conférence, vous êtes président d'une session. Donc, et là, et l'EDEC, quand j'ai effectué un entretien avec l'un de ses responsables, il m'explique que dans leur stratégie, il y a le fait de valoriser l'aspect académique. C'est-à-dire que c'est leurs chercheurs qui viennent aussi à ces conférences, ils disent aux professionnels d'éviter le discours commercial pour susciter beaucoup plus l'intérêt des investisseurs et ne pas paraître uniquement avec un discours commercial. Donc il y a aussi il y a un travail aussi de l'EDEC pour donner de l'importance à son événement institutionnel, produire de la hiérarchisation entre les émetteurs qui produisent les ETF, pour pouvoir aussi c'est aussi un acteur qui essaie d'organiser des événements importants et gagner de l'argent, même si certains responsables ont rappelé, par exemple dans une conférence, que c'est une association professionnelle, qu'elle réinvestit l'argent dans la recherche, mais c'est la recherche qui est au service des investisseurs professionnels.
Et donc, le fait que l'EDEC organise cette rencontre fait que cette compétition, ce n'est pas une compétition qui est éclatée, où chacun dans son coin, par exemple, critique l'autre, etc. C'est des gens qui se retrouvent dans la même enceinte pendant toute une journée, qui sont parfois dans la même table, et donc tout ça permet de paraître comme une forme de communauté. Donc là, on retrouve l'idée de communauté qui fait la promotion de ces produits ETF.